Tout s'est joué en 7 minutes à peine. 7 minutes suffisantes pour provoquer la plus violente crise diplomatique entre Paris et Londres depuis l'affaire de Suez en 1956, au point de fragiliser l'idée même d'une alliance occidentale soudée. Starmer venait alors d'achever une défense passionnée de l'accord AUKUS présentant cette coopération militaire entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie comme une nécessité stratégique incontournable. Quant à la colère française, il la réduisait à des inquiétudes certes compréhensibles mais largement excessives, comme si Paris réagissait avec trop d'émotion à ce qu'elle considérait pourtant comme une trahison historique de la part de ses alliés. Face à Sébastien Lecornu, le Premier ministre britannique affichait ce mélange de calme glacial et d'assurance typiquement londonienne qui a longtemps fait la réputation de Whitehall. Dans son esprit, il venait d'exposer un argumentaire irréprochable pour justifier la nouvelle doctrine diplomatique britannique de l'après-Brexit. Pourtant, dans la salle climatisée du sommet du G7 à Hiroshima, l'atmosphère semblait saturée de cette tension particulière qui précède les grandes ruptures entre nations. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un banal désaccord technique sur le commerce, l'immigration ou quelques intérêts économiques divergents. Ce qui se jouait ici ressemblait davantage à une collision frontale entre deux visions irréconciliables du monde occidental. D'un côté, Starmer incarnait une logique anglo-saxonne, assumée privilégiant les liens historiques, culturels et linguistiques entre Londres, Washington et Canberra, quitte à reléguer les partenaires européens au second plan. De l'autre, Lecornu défendait une conception beaucoup plus exigeante de l'alliance entre démocratie, le respect des engagements pris. La loyauté entre partenaires historiques et le refus d'accepter qu'une alliance puisse servir à sacrifier un allié dans l'ombre au nom d'intérêts géopolitiques plus vastes. Mais quelque chose dans l'attitude de Lecornu aurait dû alerter le Premier ministre britannique, une froideur glaciale, une tension contenue qui contrastait avec la diplomatie habituelle des relations franco-britanniques. Car derrière cette justification apparemment technique de l'AUKUS se cachait une réalité que Starmer refusait d'admettre. La France n'avait pas seulement perdu un contrat, elle avait découvert que ses plus anciens alliés étaient capables de la trahir dans son dos pour leurs propres intérêts géopolitiques. Ce qui allait se passer ensuite choquerait le monde occidental, diviserait l'OTAN et marquerait peut-être le début de la fin de l'alliance spéciale entre Londres et Paris. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer cette assemblée des dirigeants des 7 plus grandes puissances postmondiales, il faut remonter au jour où la France découvrit dans les médias internationaux que ses plus proches alliés venaient de lui planter un poignard dans le dos avec une précision chirurgicale. Ce jour-là, Naval Group, le fleuron de l'industrie navale française, travaillait sereinement sur le contrat du siècle, la livraison de 12 sous-marins conventionnels à l'Australie pour un montant de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Un projet titanesque qui devait faire travailler les chantiers navals français pendant 30 ans, employer 4000 ingénieurs et techniciens, et positionner la France comme un acteur majeur de la défense dans la zone Indo-Pacifique face à la montée de la puissance chinoise. À 20h45 de Paris, Florence Parly, alors ministre française des Armées, recevait un appel glacial du ministre australien de la Défense. L'Australie annulait unilatéralement le contrat français pour signer un accord secret avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Non seulement l'Australie renonçait aux sous-marins français, mais elle allait acquérir une technologie nucléaire ultra secrète que Washington ne partageait qu'avec Londres. Madame la ministre avait déclaré son homologue australien avec un embarras palpable. Nous avons pris la décision de nous orienter vers une solution technologique différente. Cette décision n'a rien de personnel contre la France. Rien de personnel, 35 milliards d'euros et 10 ans de coopération balayés d'un revers de main au profit d'une alliance secrète négociée depuis des mois dans le plus grand secret entre Washington, Londres et Canberra. La réaction française fut immédiate et historique. Pour la première fois depuis 1789, la France rappelait ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Emmanuel Macron parlait de coups de poignard dans le dos. Jean-Yves Le Drian évoquait une trahison et toute la classe politique française de l'extrême gauche à l'extrême droite dénonçait unanimement cette félonie anglo-saxonne. Mais ce qui avait le plus choqué Paris, c'était l'attitude du Royaume-Uni. Alors que Boris Johnson se félicitait publiquement de ce Global Britain, triomphant, les services français découvraient progressivement l'ampleur du rôle britannique dans cette opération. Loin d'être un simple partenaire junior des États-Unis, Londres avait été l'architecte secret de cette alliance, poussant Washington à écarter la France pour recréer un bloc anglo-saxon dominant dans le Pacifique.
Les documents confidentiels obtenus par les services français révélaient une vérité dérangeante. Dès 2020, le MI6 britannique avait identifié le contrat franco-australien comme un obstacle à l'influence britannique dans la zone Indo-Pacifique. Une note secrète du Foreign Office révélée plus tard par le Canard enchaîné était explicite. La prééminence française en matière de défense navale en Australie compromet nos objectifs post-Brexit dans la région. Il faut agir pour inverser cette tendance. Cette révélation avait fait l'effet d'une bombe à l'Élysée. Non seulement les Britanniques n'avaient pas prévenu leurs partenaires français, mais ils avaient activement comploté pour les évincer d'un marché stratégique. C'est de l'espionnage économique déguisé en alliance militaire, avait tempêté un conseiller de Macron. 18 mois après cette trahison, les relations franco-britanniques ne s'étaient jamais vraiment remises de ce traumatisme. Starmer, arrivé au pouvoir avec la promesse d'améliorer les relations avec l'Europe, avait bien tenté quelques gestes d'apaisement, mais sur le fond, il maintenait intégralement la politique de son prédécesseur. L'AUKUS était vital pour la sécurité occidentale et la France devait comprendre les enjeux géostratégiques du XXIe siècle. C'est dans ce contexte explosif que Starmer avait décidé d'aborder frontalement le sujet lors du G7 d'Hiroshima, espérant obtenir un ralliement international à la position britannique. Erreur stratégique majeure, il venait de donner à l'écornu l'occasion qu'il attendait depuis 18 mois pour régler ses comptes avec Londres, car le Premier ministre français avait préparé méticuleusement cette confrontation. Pendant des semaines, les services de Matignon avaient compilé un dossier explosif sur les véritables enjeux de l'AUKUS et les mensonges britanniques. L'objectif était clair, non seulement dénoncer la trahison de 2021, mais révéler devant la communauté internationale l'hypocrisie fondamentale du Global Britain post-Brexit. Dans les bureaux feutrés de la DGSE avenue de Tourville, une cellule spécialisée avait passé au crible tous les documents disponibles sur l'AUKUS. Bernard Bajolet, ancien directeur des services secrets français, avait personnellement supervisé cette enquête explosive. Monsieur le Premier ministre, avait-il expliqué à Lecornu, lors d'une réunion ultra confidentielle, nous avons les preuves que Londres a délibérément saboté les intérêts de Français pour ses propres ambitions géopolitiques. C'est un acte d'hostilité déguisé en partenariat. Le dossier était accablant. Les services français avaient identifié au moins 15 réunions secrètes entre responsables britanniques, américains et australiens entre janvier et septembre 2021. Tout s'était organisé à l'insu de Paris malgré les accords de coopération entre alliés. Plus grave encore. Plusieurs de ces réunions s'étaient tenues pendant des sommets internationaux où les Français croyaient négocier en toute confiance avec leurs partenaires. Un exemple particulièrement choquant lors du sommet du G7, pendant que Macron déjeunait avec Johnson et discutait de coopération européenne des conseillers britanniques, rencontraient secrètement leurs homologues australiens dans une autre pièce du même hôtel pour finaliser les détails de l'éviction française. C'est de la félonie à l'état pur, avait commenté un diplomate français. Mais le plus révoltant était encore à venir. L'enquête française avait révélé que plusieurs entreprises britanniques, notamment BAE Systems et Rolls-Royce, avaient commencé à préparer leur participation au programme australien dès le début de 2021, soit 8 mois avant l'annonce officielle. Ces entreprises savaient donc que leurs concurrentes françaises allaient être évincées, mais avaient gardé le secret pour préserver l'effet de surprise. C'est de la concurrence déloyale organisée par l'État britannique, avait analysé Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, en découvrant ces révélations. Ils ont utilisé leur alliance militaire pour éliminer nos entreprises d'un marché légitime. C'est contraire à tous les accords commerciaux internationaux. Ces découvertes avaient renforcé la détermination de Lecornu à obtenir des comptes de Londres. Le Premier ministre français était décidé à utiliser la tribune du G7 pour révéler publiquement l'ampleur de la trahison britannique et exiger des réparations pour les entreprises françaises lésées. La préparation de cette confrontation avait été d'une minutie extraordinaire. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères et témoin direct de la crise AUKUS, avait fourni tous les détails de la découverte de la trahison. Sébastien, vous devez comprendre que ce n'est pas seulement un contrat perdu, c'est la confiance dans l'Alliance occidentale qui a été brisée. Si nos plus proches alliés nous poignardent dans le dos, que vaut encore notre parole? Cette dimension existentielle de la crise avait marqué Lecornu. Il ne s'agissait plus seulement de défendre les intérêts économiques français, mais de restaurer la crédibilité de la France comme puissance respectée par ses alliés.
Starmer va découvrir que trahir la France a un prix, avait-il confié à ses conseillers. Le jour J, à 15h30 précise, dans la salle plénière du sommet du G7 à Hiroshima. Starmer monta à la tribune avec cette assurance britannique qui caractérisait la diplomatie de Londres depuis des siècles. Vêtu d'un costume gris anthracite impeccable arborant sa cravate rouge travailliste, il incarnait cette nouvelle génération de leaders britanniques qui voulaient réconcilier les ambitions post-Brexit avec les réalités géopolitiques contemporaines. Mesdames et messieurs les dirigeants du G7, commença-t-il avec cette diction d'Oxford qui restait la marque de fabrique de l'élite britannique, je souhaite vous parler aujourd'hui d'un sujet crucial pour notre sécurité collective, l'alliance AUKUS, et son rôle dans la défense des valeurs démocratiques face aux défis du XXIe siècle. Alternant références géostratégiques et appel à la solidarité occidentale, Starmer développait sa thèse face à la montée de la puissance chinoise dans le Pacifique. Les démocraties occidentales devaient adapter leurs alliances et leurs outils de défense, même si cela impliquait des choix difficiles et des partenariats renouvelés. L'alliance AUKUS, expliquait-il avec conviction, n'est pas dirigée contre nos autres partenaires, mais pour la défense de nos valeurs communes. Elle représente le summum de la coopération technologique entre démocraties, le partage des innovations les plus avancées au service de la paix mondiale. Puis vint la justification qui allait déclencher la fureur française. Nous comprenons que nos partenaires français aient pu être déçus par l'évolution de la situation australienne. Mais la géopolitique moderne exige parfois des décisions rapides et confidentielles. L'important n'est pas qui fournit les équipements, mais que les démocraties restent unies face aux autocraties. Cette minimisation de la déception française était calculée pour irriter. Mais Starmer ne s'arrêta pas. Porté par sa propre logique, il poussa le bouchon encore plus loin. La France reste notre partenaire privilégié en Europe, mais dans le Pacifique, d'autres alliances sont plus appropriées. Chaque nation doit accepter que sa zone d'influence naturelle a des limites géographiques et stratégiques. Cette dernière phrase était une gifle monumentale. Starmer venait d'expliquer publiquement que la France devait rester cantonnée à l'Europe et accepter que le Pacifique soit une chasse gardée anglo-saxonne. Dans l'assistance, plusieurs dirigeants échangèrent des regards inquiets. Le premier ministre britannique venait de franchir une ligne rouge diplomatique, mais il n'en avait pas terminé. Encouragé par le silence de l'Assemblée qu'il interprétait comme une approbation, Starmer poussa sa logique jusqu'au bout. L'AUKUS prouve que le Brexit n'a pas isolé le Royaume-Uni. Au contraire, il nous a libérés des contraintes européennes pour nouer des partenariats stratégiques plus ambitieux avec nos alliés naturels anglophones. Cette fois, c'était une déclaration de guerre à l'Union européenne tout entière. Dans la délégation française, les visages se fermaient, le cornu lui prenait des notes avec un calme inquiétant. Starmer termina son intervention par un appel à la compréhension. J'espère que nos partenaires français sauront dépasser leur déception légitime pour rejoindre cette vision commune de la sécurité occidentale. L'histoire jugera nos choix d'aujourd'hui. Les applaudissements qui suivirent furent polis mais réservés. Seuls les représentants américains et australiens manifestèrent un enthousiasme visible. L'atmosphère était tendue et tous les regards se tournèrent vers le cornu. Quand il demanda la parole, le premier ministre français se leva avec cette élégance martiale qui caractérisait l'ancienne génération militaire française, monta à la tribune sans hâte et fixa Starmer droit dans les yeux avant de prononcer les mots qui allaient entrer dans l'histoire de la diplomatie occidentale. « Monsieur le Premier ministre Starmer, commença-t-il d'une voix posée mais tranchante comme une lame. Je vous remercie pour cette leçon de géopolitique. Permettez-moi maintenant de vous donner une leçon sur ce que signifie réellement le mot alliance entre nations civilisées. L'attaque était immédiate et personnelle. Le cornu sortit un dossier noir de sa serviette et commença méthodiquement à égrener des faits que personne dans l'assistance n'avait anticipés. Vous parlez de décisions rapides et confidentielles. Permettez-moi de vous rappeler chronologiquement comment vous avez organisé cette trahison. Le mot était lâché trahison. Dans l'assistance, c'était la stupéfaction. Janvier 2020 et une première réunion secrète entre vos services et Washington pour évincer la France du contrat australien. Mars 2020 et vos entreprises BOE Systems et Rolls-Royce commencent à préparer leurs offres australiennes. Juin 2021, pendant que le président Macron déjeune avec Boris Johnson au G7 de Cornouailles, vos conseillers rencontrent secrètement les Australiens dans l'hôtel d'à côté.
Chaque révélation était un coup de massue. Starmer tenta d'intervenir. Monsieur le Premier ministre, ces allégations, mais Lecornu l'interrompit sèchement. Ce ne sont pas des allégations, Monsieur Starmer, ce sont des faits documentés par nos services de renseignement. Et il continua son démontage systématique. Septembre 2021, vous annoncez l'AUKUS sans même prévenir votre partenaire français. Nous l'apprenons par la presse. 65 milliards d'euros de contrats perdus, 4000 emplois supprimés, 10 ans de coopération anéantis. Et vous appelez cela de la géopolitique moderne. La salle était maintenant suspendue à ses lèvres. Starmer, visiblement déstabilisé, tentait de reprendre la main. L'important, c'est l'unité occidentale face à la Chine. L'unité? L'interrompit brutalement Lecornu. Quelle unité peut-il y avoir quand on poignarde ses alliés dans le dos? Vous avez utilisé des renseignements obtenus pour saboter nos propositions. Ce n'est plus de la concurrence, c'est de l'espionnage économique. Cette accusation d'espionnage entre alliés fit l'effet d'un coup de tonnerre. Starmer nia vigoureusement. « C'est absolument faux. » « Vraiment, répliqua Lecornu en sortant un document. « Voici un rapport du GCHQ daté de mai 2020 et un analysant nos propositions techniques. Comment l'avez-vous obtenu sinon par espionnage? » La situation devenait dramatique pour Starmer, mais Lecornu n'avait pas terminé sa démonstration. Il sortit un autre dossier et attaqua sur le terrain économique. Vous parlez d'alliances naturelles, parlons chiffres, le commerce franco-britannique 67 milliards d'euros par an. Le commerce anglo-australien 13 milliards. Vous sacrifiez un partenaire commercial majeur pour des alliés marginaux. C'est de la géopolitique ou de l'incompétence. Ces statistiques implacables montraient l'absurdité économique de la politique britannique, mais Lecornu voulait aller plus loin, toucher au cœur de l'orgueil britannique. Et puis, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous rappeler quelques vérités historiques que vous semblez avoir oubliées. Sa voix se fit plus grave, plus solennelle. Quand Hitler bombardait Londres, qui était à vos côtés la France libre du général de Gaulle, quand vous vous battiez en Normandie qui débarquait avec vous l'armée française, quand vous défendiez les Malouines qui vous a soutenu à l'ONU la France. Chaque exemple historique était un rappel cinglant de la solidarité française. L'assistance composée de dirigeants qui connaissaient leur histoire était visiblement émue. « Et comment nous remerciez-vous, continua Lecornu, en nous espionnant, en nous trahissant, en nous excluant de vos alliances naturelles. Monsieur Starmer, si c'est cela l'amitié britannique, nous préférons vos ennemis. » Cette phrase cinglante fit mouche. Dans la salle, plusieurs dirigeants ne purent réprimer un sourire. Starmer, livide, tenta une dernière défense. « Les enjeux du Pacifique? Parlons-en des enjeux du Pacifique, le coupa Lecornu. La France a des territoires dans le Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna. 2 millions de citoyens français vivent dans cette région et vous osez nous dire que nous n'avons pas notre place dans la sécurité du Pacifique. Monsieur Starmer, révisez votre géographie avant de donner des leçons de géopolitique. Cette leçon de géographie était humiliante pour Starmer qui découvrait que son argumentation s'effondrait face aux faits. Mais Lecornu réservait le meilleur pour la fin. Mais le plus grave, Monsieur le Premier ministre, c'est que vous avez détruit la confiance entre alliés. Comment voulez-vous que nous coopérions désormais avec des partenaires qui nous mentent, nous espionnent et nous trahissent au premier intérêt personnel? Et puis la conclusion qui restera dans les mémoires, l'AUKUS n'est pas une alliance, Monsieur Starmer, c'est un club d'anciens colons anglophones qui refusent de traiter la France d'égal à égal. Mais sachez une chose, la France ne mendiera plus jamais l'amitié britannique. Vous avez choisi vos alliés, nous choisirons les nôtres. Le silence qui suivit était assourdissant. Starmer, pour la première fois de sa carrière politique, semblait avoir perdu sa prestance habituelle. Il tenta bien quelques mots sur l'importance du dialogue, mais sa voix manquait de conviction. L'onde de choc fut immédiate et planétaire. En quelques heures, les extraits de l'échange Lecornu-Starmer faisaient le tour des réseaux sociaux et des chaînes d'information mondiales. Lecornu-Starmer devint une tendance mondiale divisant l'opinion entre ceux qui applaudissaient la fermeté française et ceux qui dénonçaient une crise de l'Alliance occidentale. Au Royaume-Uni, la réaction fut explosive et révélatrice des divisions internes. Les médias conservateurs menés par The Telegraph et The Times accusèrent Lecornu d'arrogance française et de chantage diplomatique. Mais les journaux de gauche, notamment The Guardian et The Independent, furent plus nuancés, certains éditorialistes reconnaissant que la France avait des raisons légitimes d'être en colère.
Plus inquiétant pour Starmer, l'opinion publique britannique se montra partagée. Selon un sondage YouGov réalisé dans les 48 heures suivant l'incident, 43% des Britanniques estimaient que leur gouvernement aurait dû mieux traiter la France dans l'affaire AUKUS. Cette division de l'opinion affaiblissait considérablement la position de Starmer. En France, l'effet fut inverse, mais tout aussi spectaculaire. Une large majorité des Français approuva la position de leur Premier ministre selon les sondages. Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant français avait tenu tête publiquement aux Britanniques sans complexe, et cela plaisait massivement à l'opinion publique, toutes tendances politiques confondues. Marine Le Pen salua le réveil de la fierté française. Jean-Luc Mélenchon applaudit la résistance à l'impérialisme anglo-saxon. Même Valérie Pécresse reconnut que Lecornu avait défendu l'honneur de la France. Cette unanimité nationale rare renforçait considérablement sa position sur la scène internationale. Mais c'est aux États-Unis que l'impact fut peut-être le plus significatif. L'administration Biden, coincée entre ses deux alliés européens, tentait désespérément de minimiser l'incident. Mais les révélations de l'écornu sur l'espionnage britannique embarrassaient Washington, qui ne pouvait pas désavouer Londres sans admettre sa propre complicité dans cette opération. Plus grave, le Congrès américain commençait à s'interroger sur les conséquences de l'AUKUS pour les relations transatlantiques. Plusieurs sénateurs démocrates menés par Chris Murphy réclamèrent une réévaluation de l'alliance pour préserver l'unité occidentale face aux défis chinois et russes. 6 mois après cette confrontation historique, les relations franco-britanniques étaient au plus bas depuis la crise de Suez. Starmer, affaibli par l'incident, dut y faire face à des critiques internes sur sa gestion de la diplomatie européenne. Plusieurs ministres travaillistes reprochaient au Premier ministre d'avoir provoqué inutilement la France. Lecornu, au contraire, sortait grandi de cette épreuve. Sa fermeté face aux Britanniques était saluée dans toute l'Europe comme un exemple de dignité diplomatique. Lors du Conseil européen suivant, plusieurs dirigeants lui exprimèrent discrètement leur admiration pour avoir remis les Britanniques à leur place. Cette reconnaissance européenne se traduisit par un renforcement spectaculaire de l'influence française au sein de l'Union européenne sur tous les dossiers sensibles: défense européenne, autonomie stratégique, relations avec la Chine. La voix de Paris était désormais écoutée avec un respect nouveau. L'histoire retiendra que ces 7 minutes à Hiroshima marquèrent un tournant dans les relations occidentales. Lecornu avait prouvé qu'on pouvait tenir tête aux anglo-saxons sans rompre l'alliance démocratique pourvu qu'on ait les arguments et le courage de ses convictions. Comme l'écrivit Le Figaro, en 7 minutes, Lecornu a restauré l'honneur diplomatique français et rappelé au monde que certaines trahisons ne restent pas impunies. Mais derrière cette confrontation spectaculaire se cachait une préparation de plusieurs mois que très peu de personnes connaissaient vraiment. L'histoire secrète de cette offensive française contre l'AUKUS avait commencé 8 mois plus tôt dans les bureaux ultra sécurisés de la DGSE Boulevard Mortier, quand une opération de renseignement d'une ampleur inédite avait été lancée pour percer les secrets de l'Alliance anglo-saxonne. L'opération, baptisée en interne Dédale, en référence au labyrinthe de mensonges britanniques, avait mobilisé une trentaine d'agents français répartis entre Londres, Washington, Canberra et plusieurs autres capitales. L'objectif était double: d'une part, reconstituer précisément la chronologie de la trahison AUKUS pour identifier les responsabilités de chacun; d'autre part, rassembler des preuves irréfutables de l'espionnage économique britannique contre les entreprises françaises. Monsieur le Premier ministre, avait expliqué le directeur de la DGSE lors du briefing initial, nous ne pouvons pas laisser passer cette humiliation sans réagir. Mais pour y répondre efficacement, nous devons connaître exactement qui a fait quoi, quand et comment. Cette opération va nous donner les munitions nécessaires pour détruire la crédibilité britannique devant la communauté internationale. Les résultats de l'opération Dédale dépassèrent toutes les espérances françaises. En infiltrant les réseaux de communication de plusieurs entreprises de défense britanniques et en recoupant ces informations avec les écoutes diplomatiques traditionnelles, les services français avaient reconstitué un puzzle édifiant de duplicité anglo-saxonne. Le document le plus explosif était un mémorandum interne du MI6 daté du 18 janvier. Ce document, obtenu par un agent français infiltré dans les services britanniques, révélait l'existence d'une opération baptisée Pacific Crown, visant explicitement à neutraliser l'influence française dans la zone Indo-Pacifique par tous les moyens nécessaires. Plus choquant encore, le mémorandum détaillait la stratégie britannique,
L'objectif premier est d'évincer Naval Group du contrat australien en proposant une alternative technologiquement supérieure. L'objectif secondaire est d'isoler la France des discussions stratégiques majeures dans le Pacifique. L'objectif tertiaire est de démontrer que la Global Britain post-Brexit peut rivaliser avec les ambitions françaises traditionnelles. Cette révélation confirmait ce que soupçonnaient les Français de l'AUKUS n'était pas une réponse stratégique à la menace chinoise, mais une opération délibérée pour humilier la France et affirmer la prééminence britannique post-Brexit. C'est de la guerre économique déguisée en coopération militaire, avait commenté Bruno Le Maire en découvrant ce document. Mais l'opération Dédale avait révélé bien d'autres secrets embarrassants. Les agents français avaient identifié au moins 23 opérations d'espionnage britanniques contre des entreprises françaises entre Dassault Safran et Airbus. Toutes les grandes entreprises françaises de défense avaient été espionnées par les services britanniques avec une intensité inhabituelle. Un exemple particulièrement révoltant concernait les négociations secrètes entre Dassault et l'Inde pour la vente de Rafale. Les services français découvrirent que le GCHQ britannique avait intercepté et décodé toutes les communications entre Paris et New Delhi pendant 6 mois, transmettant ces informations stratégiques à BAE Systems pour l'aider à formuler une contre-offre. C'est de la concurrence déloyale organisée par l'État, avait tempêté Éric Trappier, PDG de Dassault. Ces révélations avaient profondément choqué Emmanuel Macron. Comment peut-on prétendre être des alliés tout en nous espionnant systématiquement? S'était-il indigné lors d'un conseil de défense exceptionnel convoqué pour examiner les résultats de l'opération Dédale. Cette duplicité britannique doit cesser et nous devons leur faire payer le prix de cette trahison. C'est dans ce contexte que Lecornu avait reçu mission de préparer une réponse diplomatique d'une ampleur inédite. L'objectif n'était plus seulement de protester contre l'AUKUS, mais de révéler publiquement l'ampleur de la duplicité britannique pour dissuader Londres de récidiver. Pour préparer cette offensive, Lecornu avait constitué une cellule de crise regroupant les meilleurs experts français en relations anglo-saxonnes. Sylvie Berman, ancienne ambassadrice à Londres et fine connaisseuse des arcanes britanniques, avait apporté son expertise sur les faiblesses psychologiques de l'establishment londonien. « Monsieur le Premier ministre », avait-elle expliqué lors d'une réunion confidentielle à Matignon, les Britanniques sont très sensibles aux accusations d'espionnage entre alliés. Ils ont construit leur réputation diplomatique sur l'image du fair play et de la loyauté envers les partenaires. Si nous prouvons publiquement qu'ils nous espionnent, leur crédibilité internationale s'effondrera. Cette analyse psychologique avait guidé la stratégie française. Au lieu de se contenter de critiquer l'AUKUS Lecornu, aller révéler les preuves d'espionnage pour frapper l'orgueil britannique au cœur et détruire leur réputation de gentlemen diplomatiques. L'ancien amiral Pierre Vendier, chef d'état-major de la Marine nationale, avait également été consulté pour l'aspect militaire du dossier. « Sébastien, l'AUKUS est militairement absurde », avait-il expliqué. « Les sous-marins nucléaires britanniques ou américains ne seront pas livrés avant des années. Ils ont sacrifié l'efficacité militaire à leur logique politique. » Cette analyse technique renforçait l'argumentaire français. L'AUKUS était non seulement une trahison diplomatique, mais aussi une erreur stratégique majeure qui affaiblissait la sécurité occidentale dans le Pacifique. La dimension économique avait été confiée à Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie, qui avait compilé un dossier accablant sur les conséquences de l'AUKUS pour l'industrie française. 65 milliards d'euros de contrats perdus, c'est l'équivalent du budget annuel de l'éducation nationale, avait-elle calculé. 4 000 emplois directs supprimés, 12 000 emplois indirects menacés. Les Britanniques ont détruit des familles françaises pour leurs ambitions géopolitiques. Ces chiffres dramatiques donnaient une dimension humaine à la trahison britannique, transformant un différend diplomatique en drame social français. Lecornu était décidé à utiliser cette réalité pour émouvoir l'opinion internationale et isoler Londres. Mais l'aspect le plus novateur de la préparation française concernait l'utilisation des réseaux sociaux et de l'opinion publique mondiale. Anne-Sophie Bradel, directrice de la communication de Matignon, avait développé une stratégie digitale sophistiquée pour amplifier l'impact de la confrontation avec Starmer. « Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons plus nous contenter de la diplomatie traditionnelle », avait-elle expliqué. À l'ère des réseaux sociaux, l'opinion publique compte autant que les chancelleries. Si nous arrivons à faire de Starmer le symbole de la duplicité britannique, nous aurons gagné la bataille de l'image.
Cette stratégie de diplomatie publique était révolutionnaire pour la France traditionnellement attachée aux canaux diplomatiques classiques. L'équipe de Lecornu avait même prévu plusieurs scénarios de réponse selon les réactions de Starmer. S'il nie l'espionnage, nous sortons les preuves documentaires. S'il minimise l'impact économique, nous donnons les témoignages des familles d'ouvriers licenciés. S'il invoque la solidarité occidentale, nous rappelons l'histoire des trahisons britanniques, avait détaillé un conseiller. Cette préparation quasi militaire de la confrontation diplomatique reflétait la détermination française à ne plus jamais se laisser humilier par Londres. Cette fois, nous sommes prêts, avait confié Lecornu à ses collaborateurs les plus proches. Starmer va découvrir que la France sait se défendre quand elle est attaquée. Les 3 semaines précédant le G7 de Hiroshima avaient été consacrées à des simulations intensives dans les salons de Matignon. Sylvie Berman jouait Starmer avec un réalisme saisissant reproduisant les tics de langage, les arguments habituels et les techniques de diversion du premier ministre britannique. « Monsieur Lecornu Laucus renforce la sécurité occidentale », s'exclamait-elle en imitant l'accent oxfordien de Starmer. « Madame l'ambassadrice, en espionnant vos alliés, vous détruisez la confiance occidentale », répliquait Lecornu avec une froideur calculée. À chaque simulation, sa performance s'améliorait, ses contre-attaques se précisaient. Ces répétitions incluaient même la gestion des réactions émotionnelles. Un psychologue spécialisé dans les négociations de crise avait travaillé avec Lecornu sur sa capacité à rester calme face aux provocations. « Monsieur le Premier ministre Starmer va essayer de vous énerver pour vous faire perdre votre sang-froid. Votre force sera de rester glaciale pendant que vous l'écrasez factuellement. » Cette maîtrise émotionnelle s'était révélée décisive lors de la confrontation. Pendant que Starmer perdait progressivement contenance face aux révélations françaises, Lecornu maintenait un calme olympien qui renforçait l'impact de ses accusations. Le voyage vers Hiroshima s'était déroulé dans une atmosphère de détermination absolue à bord de l'Airbus A330 présidentiel. Lecornu avait passé les 12 heures de vol à mémoriser les derniers détails de son dossier d'accusation. Son équipe l'entourait comme des généraux préparant une bataille décisive, vérifiant chaque document, affinant chaque argument. « Rappelez-vous, lui avait dit Sylvie Berman pendant le vol, vous ne défendez pas seulement les intérêts de Français. Vous portez la voix de tous les pays qui en ont assez de la duplicité anglo-saxonne. Beaucoup de dirigeants pensent comme nous mais n'osent pas l'exprimer. Soyez leur voix. » Ces encouragements avaient renforcé la détermination de Lecornu à mener cette bataille diplomatique jusqu'au bout. Il ne s'agissait plus d'un simple règlement de compte franco-britannique, mais d'un combat pour la loyauté et la transparence dans les alliances occidentales. À Hiroshima, l'atmosphère était survoltée bien avant le début du sommet. Les médias internationaux sentaient qu'un affrontement majeur se préparait entre Londres et Paris. Les correspondants diplomatiques britanniques et français se livraient une guerre de communication anticipée, chacun tentant d'influencer le récit avant même le début des débats. Dans la délégation britannique, l'inquiétude était palpable. Les services de renseignement londoniens avaient intercepté des signaux indiquant que les Français préparaient quelque chose d'important contre l'AUKUS, mais ils ne soupçonnaient pas l'ampleur du dossier d'accusation compilé par Paris. « Les Français vont probablement critiquer l'AUKUS comme d'habitude », avait prédit un conseiller de Starmer. « Nous répondrons avec nos arguments habituels sur la sécurité du Pacifique. C'est une routine diplomatique. » Cette sous-estimation allait coûter cher au camp britannique. La veille de la confrontation, Lecornu avait reçu un appel d'encouragement surprise d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. « Sébastien, l'Europe entière attend votre intervention. Il est temps de dire aux anglo-saxons qu'ils ne peuvent plus traiter l'Europe comme une quantité négligeable. » Ce soutien européen discret mais réel avait galvanisé Lecornu. Il ne représentait plus seulement la France, mais une Europe fatiguée des manipulations anglo-saxonnes post-Brexit. Le matin de la confrontation à 6h30 locale, Lecornu s'était levé dans sa suite de l'hôtel Riga Royal pour une dernière révision de ses notes. « Aujourd'hui, je vais dire à Starmer et au monde entier ce que pensent vraiment les Européens de la duplicité britannique », avait-il confié à son chef de cabinet. « Plus jamais nous ne laisserons Londres nous humilier impunément. » Arrivé au centre de conférence d'Hiroshima, il avait immédiatement senti l'effervescence exceptionnelle.
Plus de 300 journalistes étaient accrédités, un record pour un sommet du G7. Dans la salle plénière, l'atmosphère était électrique. Chacun savait qu'il allait assister à bien plus qu'un débat diplomatique classique. C'était un procès public de la politique britannique post-Brexit avec Lecornu dans le rôle du procureur et Starmer dans celui de l'accusé. Pendant que Starmer avait pris la parole pour défendre l'AUKUS, Lecornu l'avait écouté avec l'attention d'un chasseur étudiant sa proie. Chaque argument britannique, chaque justification géostratégique, chaque tentative de minimisation était mentalement catalogué et préparé à la destruction. Il développe exactement la rhétorique que nous avions prévue: prétention morale, justification géopolitique, minimisation de la trahison française. Je vais pulvériser tout cela point par point. Et effectivement, quand Starmer avait terminé son plaidoyer pro-AUKUS, il avait donné à Lecornu toutes les ouvertures nécessaires pour une contre-attaque dévastatrice. Ses tentatives de justifier l'exclusion française, ses références aux alliances naturelles anglophones, sa minimisation de la déception française, tout était prévisible et préparé à la riposte. C'est alors que Lecornu avait livré sa performance historique, utilisant chaque révélation, chaque preuve, chaque argument comme une arme chirurgicale pour démonter méthodiquement la crédibilité britannique devant la communauté internationale. Mais ce que l'assistance du G7 n'avait pas vu, c'était la stratégie psychologique subtile qui sous-tendait chaque attaque française. Formé par les meilleurs experts en guerre psychologique, Lecornu appliquait en temps réel des techniques de destruction contrôlée de l'adversaire mises au point par les spécialistes français en négociation de crise. Première technique, l'accumulation probatoire. Chaque accusation était immédiatement étayée par des preuves documentaires rendant impossible toute dénégation crédible. Deuxième technique, l'escalade émotionnelle. Les révélations étaient classées par ordre d'impact croissant, culminant avec l'espionnage économique. Troisième technique, l'inversion des rôles. Au lieu de se défendre contre les critiques britanniques, Lecornu plaçait Starmer en position d'accusé qui devait justifier ses actes. Quatrième technique, l'isolement moral. En rappelant l'histoire des solidarités franco-britanniques, Lecornu faisait de la trahison AUKUS une faute morale impardonnable. Cette maîtrise technique explique pourquoi la performance de Lecornu eut un impact si dévastateur sur l'opinion. Ce n'était pas seulement une attaque diplomatique brillante, c'était une leçon magistrale de destruction psychologique d'un adversaire politique. L'onde de choc qui suivit dépassa toutes les prévisions françaises. En quelques heures, les extraits de la confrontation étaient traduits en 31 langues et diffusés sur tous les continents. Les universités de relations internationales organisaient des débats d'urgence pour analyser cette révolution dans la diplomatie occidentale. À Harvard, le professeur Joseph Nye déclara « En 7 minutes, Lecornu a redéfini les codes de la diplomatie contemporaine. Il a montré qu'on pouvait détruire un adversaire avec des faits plutôt qu'avec des menaces. » À Oxford, le professeur Richard Haas analysa « C'est un tournant dans les relations occidentales. Plus jamais un dirigeant européen ne laissera les anglo-saxons décider seuls de l'avenir de l'Alliance. » Mais c'est peut-être la réaction des services de renseignement mondiaux qui fut la plus révélatrice. L'utilisation publique par Lecornu de documents secrets britanniques marquait une rupture dans les usages diplomatiques traditionnels. Les Français ont franchi un tabou, analysa un responsable de la CIA. Révéler publiquement l'espionnage entre alliés change les règles du jeu. Cette transparence radicale française inspirait déjà d'autres pays. L'Allemagne commençait à questionner publiquement les écoutes américaines révélées par l'affaire Snowden. L'Italie réclamait des explications sur l'espionnage économique britannique de ses entreprises. L'Europe découvrait qu'elle pouvait exiger des comptes de ses alliés. 6 mois après cette confrontation historique, les conséquences géopolitiques étaient majeures et durables. Les relations franco-britanniques étaient gelées, mais la France avait gagné en crédibilité et en influence dans le monde entier. Lecornu était devenu le symbole d'une Europe qui refusait de se laisser humilier par les puissances anglo-saxonnes. Plus important encore, l'affaire AUKUS avait accéléré l'émergence d'une défense européenne. Face à la duplicité de leurs alliés traditionnels, les Européens comprenaient qu'ils devaient développer leurs propres capacités militaires et technologiques. Cette révolution française dans la diplomatie occidentale culmina lors du sommet européen de Prague en décembre 2026. Pour la première fois, les 27 pays de l'Union européenne adoptèrent une charte de loyauté entre alliés exigeant la transparence totale dans les relations de défense et interdisant l'espionnage économique entre partenaires européens.
L'effet de Lecornu a libéré la parole européenne, analysa Wolfgang Ischinger, ancien président de la conférence de Munich sur la sécurité. Désormais, l'Europe ose dire non aux États-Unis et au Royaume-Uni quand ses intérêts sont menacés. Quant à Lecornu, lui-même, il était devenu bien plus qu'un Premier ministre français, une figure mondiale de la résistance européenne face aux manipulations anglo-saxonnes. Son discours du G7 d'Hiroshima était étudié dans toutes les écoles diplomatiques comme un modèle de courage politique et de maîtrise stratégique. L'histoire retiendra que ce jour de mai 2026, dans une salle de conférence d'Hiroshima, un homme armé de la seule vérité avait infligé une défaite diplomatique historique à l'un des plus anciens alliés de la France et que par cette victoire de la transparence sur la duplicité de l'honneur sur la trahison, il avait ouvert la voie à une Europe enfin capable de défendre ses intérêts face aux grandes puissances, face aux grandes puissances, face aux grandes puissances, face aux grandes